Bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque mois, un plaisir de voir cette salle aussi pleine. Je me réjouis de cette discussion que nous allons partager avec vous. Et c'est un plaisir de vous accueillir au nom de l'Université de Fribourg ce soir dans la salle du Nouveau Monde pour cette discussion sur la décolonisation des musées. Les cafés scientifiques sont un format bien particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est pas une conférence, c'est pas une présentation. L'idée, c'est d'avoir une discussion avec vous. Cette question qu'on aborde ce soir, elle vous concerne toutes et tous d'une manière ou d'une autre. Vous avez peut-être des questions, peut-être des anecdotes. C'est pas les spécialistes sur la scène vs le public. L'idée, c'est vraiment d'établir un échange entre les deux parties de la salle. Donc, vous êtes vraiment invités à participer, à poser vos questions, à raconter vos anecdotes. Une seule règle pour qu'on s'entende bien tous, c'est que je serai votre bâton de parole et donc vous me faites un petit signe, je viens vers vous et quand la première discussion en cours est terminée, je vous passe le micro pour qu'on puisse la poursuivre avec votre question ou votre remarque. Vous n'êtes pas seul dans cette salle, il y a aussi peut-être des gens qui nous suivent en ligne. Eux aussi sont invités à partager leurs questions, soit sur le fil Facebook de l'Université de Fribourg, et Ibrahim qui est là relayera ses éventuelles questions, ou pour ceux qui sont allergiques aux réseaux sociaux et aux GAFA, vous pouvez regarder le film, la vidéo en direct sur le site de l'université et envoyer vos questions par SMS, WhatsApp, ce que vous voudrez, au 079 796 22 15. Je répète, 079 796 22 15. Et là aussi, une seule règle pour que je relaye vos questions. Par SMS ou WhatsApp, par écrit, ne m'appelez pas, ne m'envoyez pas d'audio, je ne pourrai pas écouter et je ne pourrai pas répondre au téléphone pendant que les gens parlent. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Je cède la parole à notre modérateur de ce soir, Pierre Ienny, journaliste indépendant, qui fera le liant. Votre mission à vous, c'est de faire taire Pierre. Merci beaucoup. C'est vrai que plus vous posez de questions, moins j'ai de travail et je m'en porte très très bien. Bonsoir. Décoloniser les musées, l'art, l'heure et l'art de se réorienter, c'est le thème de cet avant-dernier, avant-dernier café scientifique de la saison 23-24. Vaste thème, on a 1h30 pour en parler, pour échanger à ce propos-là. Mais bien sûr, les discussions peuvent se poursuivre après le café autour d'un verre, autour d'un apéro. Aussi, autre tradition des cafés scientifiques en dehors de cette salle. L'heure de se réorienter. Il faut comprendre que la démarche de décolonisation des musées n'est pas autant nouvelle qu'on veut bien le croire. C'est vrai qu'elle a pris de l'ampleur ces dernières années, mais les premières démarches datent déjà des années 1970, voire déjà des années 1950 pour certains pays, mais elle s'est accélérée ces dernières années sous l'effet de différents facteurs et différentes pressions. Des pressions internes, déjà, au musée, par les professionnels qui y travaillent, qui ont décidé qu'il fallait changer les pratiques, qu'il fallait donner la parole aux objets, leur donner une mémoire, donner la parole aussi aux peuples autochtones qui avaient subi la colonisation. Vous aurez l'occasion de poser vos questions à des professionnels qui travaillent dans ce monde-là et qui connaissent parfaitement bien cette thématique. Pression externe aussi, en dehors des musées, de la part notamment de ces communautés souches, de ces peuples autochtones qui demandent non seulement de reconnaître les pillages qui ont eu lieu, mais aussi de développer les recherches en provenance, voire qui font des demandes en restitution de certains objets. Mais là aussi, il y a un grand mythe qui existe. Aujourd'hui, il y a encore très peu de demandes en restitution qui ont été adressées, notamment en Suisse. L'art de se réorienter, nous dit le titre de ce café scientifique. Alors, comment réaliser ce travail de transparence, de recherche en provenance? Comment donner la parole aux objets et à celles et ceux qui ont été victimes de la colonisation? Comment restituer ces objets à ces communautés souches? Avec cette question aussi de fond, est-ce qu'on doit rendre ces objets et si oui, dans quelles conditions? Dans ce contexte-là, les musées, et notamment les musées ethnographiques, ont-ils encore une raison d'être
peut-être aujourd'hui encore plus que jamais. Je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure avec nos intervenantes et intervenants. Car bon nombre d'institutions muséales sont concernées par la thématique. Alors vous allez me dire, oui, le British Museum, le Louvre, etc., ces grandes institutions, ces grands musées, Fribourg, non, on n'est pas du tout concerné. Ben, détrompez-vous, on en a eu une très belle preuve toute cet après-midi avec des étudiantes et étudiants de l'Université de Fribourg qui présentaient les résultats de travaux pluridisciplinaires qui ont été menés au sein de l'Université de Fribourg et qui ont plongé leurs compétences dans les collections des musées fribourgeois et qui ont sorti des choses assez étonnantes et qui ont surtout prouvé que Fribourg n'est pas un Sonderfall, n'est pas un cas particulier en Suisse et dans le monde. La thématique de ce soir, elle pose encore des questions et des enjeux identitaires pour notre pays, pour la Suisse, un pays que l'on dit sans colonie et qui pourtant a pris une part active à la colonisation. Un passé méconnu, voire inconnu, un passé passionnant, mis peu à peu en lumière ces dernières années et dont le processus va sans doute s'accélérer ces prochains temps, ces prochaines années. Thématique en tout cas d'actualité. J'en veux pour exemple 3. En fait, la semaine prochaine s'ouvre une exposition au Musée ethnographique de Genève, le MEG, une exposition intitulée Mémoire Genève dans le monde colonial. En septembre, c'est le Musée national suisse qui consacrera une grande exposition au passé colonial de la Suisse. Et puis pour celles et ceux qui aiment laisser traîner leurs oreilles sur les ondes de la RTS, la radio suisse romande, et toute cette semaine, hasard du calendrier, il y a dans l'émission Histoire vivante la thématique déclinée en 5 épisodes de la colonisation-décolonisation, dont un des épisodes est justement consacré à la décolonisation des musées. Voilà, ça c'était pour les petits coups de pub. Le décor est planté. Il est l'heure et l'art de débuter ce café scientifique avec le plaisir d'accueillir 4 intervenantes et intervenants. Je commence par la personne la plus proche de moi jusqu'à la personne la plus lointaine ou la plus éloignée. Tout d'abord, Sarah Petrella, qui est historienne de l'art et historienne des religions, collaboratrice scientifique au Fonds national suisse. Et elle travaille aussi au département d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université de Fribourg. Ensuite, Roberta Colombo-Dougou, conservatrice du département Océanie au MEG, le musée ethnographique de Genève. Mathieu Gilabert, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Fribourg. Et puis, tout au fond, pour moi en tout cas, Patrick Minder, enseignant de géographie et d'histoire au Collège Saint-Michel de Fribourg et maître d'enseignement de recherche en didactique de la géographie et de l'histoire pour les niveaux secondaire 1 et secondaire 2 à l'Université de Fribourg. Alors, je vais justifier ma présence ici ce soir en ouvrant le débat et en posant la première question. Après, j'espère que je n'aurai plus rien à dire. Je vais commencer peut-être avec vous, Sarah Petrella, et puis cette même question aux quatre spécialistes que vous êtes. Donnez-nous peut-être une brève définition de ce qu'on entend par décoloniser un musée. Qu'est-ce que la décolonisation d'un musée ? Alors, j'espérais ne pas être la première à répondre parce que j'espère ne pas plomber le débat d'emblée en disant que la décolonisation des musées est, pour de nombreuses personnes et pour moi, une contradiction. Pourquoi une contradiction ? Parce que la décolonisation est un processus qui a pour but de repenser des structures de pouvoir et des systèmes économiques qui se sont basés sur l'expansion coloniale à partir non seulement du 19e, mais déjà bien avant. Et donc, la décolonisation des musées est impossible si on ne change pas les structures qui ont donné naissance aux musées. Donc, la décolonisation des musées, une contradiction. En revanche, décoloniser les musées, utiliser le verbe, envisager qu'il s'agit d'un processus en cours qui vise à changer le rapport à des collections, à des objets qui sont témoins d'une histoire parfois difficile, ça on peut le faire et on s'y attelle d'ailleurs. Et donc, en quoi consiste ce processus ? Peut-être n'aboutira-t-il jamais, mais voyons-le comme un processus. La première partie, je dirais, c'est celle de la recherche de provenance où
de se retracer l'histoire d'objets qui sont venus des 4 coins du monde, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Océanie, d'Asie, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, et qui sont se retrouvés ici avec des étiquettes souvent très larges. Vous avez des fois juste objets primitifs, hein. Des fois on a juste primitif, et il s'agit, par la recherche de provenance, de redonner une vie à ces objets auxquels on a ôté le droit d'avoir une histoire. Et la deuxième partie de ces processus de décolonisation, qui est tout aussi importante, c'est de valoriser les approches participatives, comme vous l'avez rappelé au début, de travailler non pas sur les peuples autochtones, mais avec les peuples autochtones, aussi bien dans des projets d'exposition, mais aussi de recherche, pour valoriser le droit international autochtone, puisque tous ces patrimoines, même s'ils sont dans des musées suisses ou fribourgeois, relèvent en définitive des cultures qui parfois ne sont pas ici, mais elles peuvent être là encore aux 4 coins du monde. Donc redonner la parole et des espaces à ces populations-ci. Merci beaucoup Roberta Colombo-Dougou, qui êtes vous au cœur même, je dirais, du système muséal, en étant l'une des personnalités qui travaillent au MEG. Votre définition? Alors d'abord, je dois dire que je n'aime pas trop ce terme-là, parce que je déteste un peu les termes avec des, qui commencent avec des. Parce que des signifie défaire quelque chose qui a été fait. Donc décoloniser, en théorie, dans la tête de certaines personnes, ça pourrait être remonter dans le passé et de faire quelque chose qui a été fait. Donc pour moi, on ne peut pas se défaire de l'histoire, même si je ne suis pas historienne. Hein, et on ne peut pas... On peut déconstruire quelque chose, mais on ne peut pas nier quelque chose qui a été fait. Une autre chose que je trouve très importante, c'est que quand on parle de musée, et j'aime bien le titre qui a été donné, je ne sais pas si, qui a été donné, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez donné, mais je pense qu'il faut se rappeler que les musées d'ethnographie ont été créés au XIXe siècle pour témoigner, pour récolter des objets qui parlaient de la vie de peuples qui étaient considérés comme en voie de disparition. Mais les peuples autochtones, dans la majorité des cas, par, je ne sais pas, quelques-uns comme les Taïnos, Amérique latine, Amérique centrale, mais la majorité de ces peuples n'ont pas disparu, se sont transformés, mais nous aussi, nos ancêtres aussi se sont transformés. Donc, les musées d'ethnographie, avant que cette expression décolonisation entre à la mode, devienne à la mode, ont dû se réorienter depuis déjà peut-être 40-50 ans, ça dépend des pays. Des pays comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, dans lesquels les peuples autochtones sont là, bien présents, ont dû faire face à ces discussions et ces réorientations depuis des décennies. Nous, on arrive un peu plus tard. Qu'est-ce que signifie décolonisation? Voilà, ok, j'aime pas trop le terme, mais à part ça, qu'est-ce que signifie? Alors, je trouve qu'aujourd'hui, on utilise cette expression pour dire tout et n'importe quoi. Hein? Tout et rien. C'est un peu comme ces panneaux dans les centres-villes, toute direction. Ça ne veut absolument rien dire. J'ai lu dernièrement un article qui est apparu en 2012 et qui s'intitule « La décolonisation n'est pas une métaphore ». Et je l'ai trouvé fantastique parce qu'il dit qu'est-ce que c'est la décolonisation? Ce n'est pas des discours sur l'injustice sociale. Ce sont pas des discours sur les aberrations du colonialisme. La décolonisation, c'est restituer aux peuples autochtones leur vie et leur terre. Donc, dans ma pratique, moi, quand je travaille dans le musée pour lequel je travaille depuis 1999, quand j'ai une approche décoloniale, signifie que je rende quelque chose. Alors, je ne peux pas rendre les terres. Des fois, on discute de rendre les objets. Mais ce qu'on restitue, c'est la connexion, c'est la reconnexion. Donc, le partage d'informations, l'accès. Et pour moi, ça, c'est décoloniser, parce que sinon, ça devient un mot qui veut tout dire et veut rien dire. Merci beaucoup. Du côté des historiens, Mathieu Gilabert.
Alors oui, moi j'ai aussi quelques réserves face à ce mot, mais je vais essayer de procéder à l'inverse de mes deux prédominantes et essayer de voir les points positifs de ce terme. Par rapport à décolonisation, je comprends quand même de manière assez large que ça implique un travail quand même réflexif sur les collections des musées, un travail de recherche. On a parlé de recherche en provenance. Et un travail éventuellement de restitution. Ça peut être restitution d'objets, mais c'est au moins mettre à disposition les connaissances qu'on peut acquérir dans le cadre de ces recherches. Donc dans ce terme de décolonisation, il y a plutôt une espèce de complexification du musée et de comprendre que c'est une histoire qui est complexe. Dans une perspective décoloniale, il y a aussi l'aspect de participatif, de participation, de collaboration. Et là, je pense à des collaborations avec justement les communautés sources. Évidemment, les termes de l'échange est toujours un petit peu difficile, puisque financièrement, ces échanges-là se font quand même grâce souvent aux financements occidentaux. Néanmoins, je pense qu'il y a derrière la décolonisation des musées des collaborations qui doivent être menées, qui peuvent être menées, et surtout de donner la parole à ces communautés sources sur le discours qui est porté sur les objets, puisque les musées occidentaux ont eu comme tradition de donner un discours universel sur les objets. Et là, justement, derrière décolonisation des musées, on voit qu'il y a aussi une remise en cause des fonctionnements de l'institution muséale qui s'est grandement basée sur un discours d'une institution sur une exposition, sur un objet. Donc, c'est ce que je comprends par décolonisation des musées. Évidemment, quand on remet en question une institution comme un musée, on est en tension, et on l'a vu avec de nombreuses discussions cet après-midi, des difficultés aussi pratiques, financières, en termes de personnel pour mener ces réflexions et ces recherches. Et donc, évidemment, c'est un travail très complexe. Par contre, j'ai aussi quand même quelques réticences à utiliser le mot décolonisation. Premièrement, parce que je crois, comme tu l'as dit, il est quand même très galvaudé. Actuellement, on a décolonisation plus ou moins de tout et n'importe quoi. Et c'est souvent une espèce de marque qu'on attribue à une exposition ou à une conférence pour la rendre peut-être plus attractive parce qu'il y a une forme de mode là autour, alors que ça implique, comme on l'a dit, des processus beaucoup plus intéressants et beaucoup plus profonds. Et puis derrière décolonisation, il me semble, il nous manque un petit peu la perspective alors on peut le voir sous une forme de processus, peut-être jamais abouti, mais justement, vers quoi on aboutit avec la décolonisation. Et si la décolonisation, c'est d'effacer ce passé et de revenir à une situation d'avant la colonisation, c'est évidemment pas possible et c'est pas souhaitable. Donc, derrière décolonisation, il manque, il me semble, cet aspect de prendre avec nous cet héritage colonial, cet héritage complexe, cet héritage douloureux qui doit être discuté et partagé, mais qui doit être présent. Et il y a évidemment plein de manières de le rendre présent, mais derrière le mot décolonisation, il y a un peu ce risque-là de défaire cette histoire, alors qu'à mon avis, il faut plus d'histoire que moins d'histoire. Là, je prêche un peu pour ma paroisse. Merci beaucoup, Patrick Minder. Ouais, moi, je suis bien emprunté pour donner un avis là-dessus, parce que j'ai travaillé plutôt à l'inverse sur essayer de comprendre avec les recherches et les archives que j'avais pu consulter à l'époque ce que faisait la Suisse dans ce monde colonial. Donc moi, je me situe vraiment aux origines de ce qui constitue aujourd'hui les collections muséales, institutionnelles. Puis je voudrais rajouter peut-être une dimension à laquelle on ne pense pas, parce que comme on n'a pas eu de mandat officiel d'un État ou d'institution cantonale, dans peu de cas, on a des expéditions,
fameuses expéditions en Angola, où on peut dire aujourd'hui qu'un musée comme celui du musée d'histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds, c'est la 2e collection au monde sur la faune d'Angola, où on a massacré la faune, la flore, enfin tout ce qu'on pouvait pour amener ça à la Chaux-de-Fonds. Donc on a un musée qui a une collection typiquement coloniale. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'objets et beaucoup de textes ou de souvenirs photographiques ou tout type d'archives ont été ramenés par des privés. Et c'est peut-être une difficulté supplémentaire qu'on a par rapport aux autres États, c'est que ces collections privées, elles sont éparpillées, sont disséminées, souvent elles ont été perdues dans les familles. Donc si on commence à réfléchir à la décolonisation, qu'on aime le terme ou pas, moi il me dérange aussi, on arrivera peut-être à le faire dans une institution comme le musée. Je vois les difficultés au niveau des privés. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pièces? Puis on se rend compte que c'est des pièces difficiles à gérer, parce que personne ne les veut forcément en institution. On ne parle pas de l'histoire de Fribourg, on ne parle pas forcément de l'histoire de la Suisse, donc ça n'intéresse pas vraiment les institutions aujourd'hui. En même temps, les personnes qui les possèdent à titre privé sont embêtés, ils ne veulent pas les jeter ou les détruire parce qu'ils sentent bien qu'il y a un effet patrimonial lié à ces objets ou à ces pièces. J'en ai pour preuve aussi que l'exposition du musée national de Zurich en septembre me téléphone pour avoir des pièces qu'ils ne trouvent pas ailleurs, qu'ils ne connaissent pas. Donc on sent une sorte de méconnaissance aussi de ces conditions d'acquisition des objets et de leur statut. Ça, c'est un problème. Et dans nos musées, on a bien sûr aussi des collections qui ne sont pas des collections liées aux colonies. On a des pièces plus anciennes. Donc, on voit toujours que c'est des secteurs partiels de musées. C'est rare qu'on ait vraiment, à part peut-être les musées d'ethnographie, effectivement. Mais en tout cas, pour ce qui est de Fribourg, on se rend compte que c'est une section ou une partie de collection, une partie d'archives, d'émissions, une partie... C'est des choses qui sont très éparpillées, disséminées. J'ai l'impression d'être devant un paysage un peu en confetti, qu'il s'agit un peu de reconstituer aussi, et c'est difficile. Ça s'est constitué, bien sûr, à une période où on essayait de suivre le mouvement européen et d'essayer de ressembler. Merci beaucoup. On arrive au moins à vous mettre les quatre d'accord sur le fait que vous n'aimez pas le terme de décolonisation. Hein. C'est déjà pas mal. J'ouvre peut-être déjà les questions. Je ne sais pas s'il y a peine à voir. Waouh, et de la lumière. Pas de questions pour l'instant. Ah, je croyais. Non. Bon, il y a une thématique qui ressort, c'est cette difficulté de recherche en provenance, justement, hein, qu'elle soit dans les collections privées, voire même dans les collections des musées. Sarah Petrella, vous qui œuvrez aussi à cette recherche-là, comment on opère pour retrouver la provenance, le passé, donner une mémoire à ces objets-là? Alors, on fait des projets de recherche qui durent de nombreuses années. On a des super étudiants et étudiantes qui nous donnent un coup de main parce que ça demanderait 10 vies pour le faire et on croise les doigts pour que ça marche. Concrètement, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on est là pour parler de musées et le problème des musées, je le dis pour un public large, hein, désolé pour les spécialistes, c'est qu'une infime partie des collections est exposée. Donc en fait, ce que vous voyez du musée, c'est la pointe de l'iceberg. La plus grande partie est en réserve et évidemment pas tous les musées, mais la plupart ont des lacunes dans les inventaires. Donc ne savent pas les objets qui sont répertoriés dans leur collection. Donc le premier travail, la première phase du travail, c'est d'aller dans les réserves. C'est d'avoir un travail qui soit d'une grande collaboration. Il faut de l'amitié avec les musées. Et j'insiste là-dessus parce qu'il existe dans certains cas des musées avec lesquels j'aurais voulu travailler. Et parce que le personnel est déjà surchargé, n'a pas le temps de répondre, ou parce qu'ils n'ont pas envie de travailler sur ces collections, ce qui arrive aussi, on n'a pas accès. Donc, première étape, aller dans les réserves, un état de la question, repartir des inventaires. Deuxième problème, c'est quand vous avez pisté une pièce, donc dans le cadre de mon projet, il s'agit de pister des pièces qui ont été réalisées
en Amérique du Nord entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Alors ça paraît facile, mais quand vous allez dans les inventaires anciens du XIXe, ce n'est pas forcément écrit Amérique du Nord. Comme je disais, il peut y avoir des appellations très larges qui participent des catégories de l'époque. Et donc, je l'ai dit, c'est tous ces termes qui aujourd'hui sont considérés comme des insultes, primitifs, barbares, etc. Et dans ce cas-là, il faut reprendre la recherche dans un autre sens. On prend cet objet avec ces appellations très larges et on essaie de le comparer à d'autres dont on connaît la typologie, dont on connaît l'histoire, et on fait des comparaisons comme ça. C'est la première partie de l'enquête à la Sherlock Holmes. Et la deuxième, c'est celle qui, à mon avis, est passionnante dans ce virage que l'on est en train de prendre dans la recherche en musée, c'est qu'on admet désormais qu'on ne sait pas tout d'un objet, même si on connaît sa provenance exacte et sa date de fabrication. Et donc, on essaye de tisser des liens avec des expertes de cette région-ci. Alors, dans mon cas, c'est l'Amérique du Nord. Donc, des collègues autochtones qui travaillent dans des musées d'État, mais aussi dans des centres culturels autochtones, puisque en Amérique du Nord, il existe des centres culturels. Chaque réserve autochtone peut être dotée de centres culturels qui sont plus ou moins l'équivalent de nos musées, mais pas tout à fait. Et je leur écris, je leur envoie la fiche de l'objet, et on essaye à partir de là de tisser une relation. Ça nous est par exemple arrivé tout récemment, c'était l'année dernière, avec une collègue qui est directrice d'un musée de réserve au Canada. Et on a été ensemble dans les réserves d'un musée suisse, je pense que je peux le dire, c'est le musée d'Yverdon et Région. Et les directeurs nous accueillent très généreusement, en l'occurrence. Souvent, les réserves ne sont pas dans le même lieu. Donc, on a même eu un directeur chauffeur. Et là, les autochtones partagent avec nous les savoirs. Et l'idée, c'est ce dont parlait Roberta tout à l'heure, qui est très importante, c'est de réciprocité. Du moment où les autochtones viennent, se déplacent pour partager leurs connaissances sur les collections, ce qui est attendu, c'est qu'ensuite, le musée rende quelque chose à voir. Après, c'est à discuter en fonction des projets. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question dans la salle. Oui. Oui, j'étais, alors pas cet automne, mais l'automne précédent, il y avait au musée Rétique une superbe exposition temporaire sur leurs fonds ethnographiques, vu que c'est pas un musée à vocation ethnographique de base. Et alors, du coup, la question, c'est est-ce que c'est un coup de chance ou pas? Mais ils avaient pu retracer l'origine d'énormément de ces objets par le fait que beaucoup de ces objets venaient de collections privées, de gens qui venaient des Grisons et qui ensuite avaient laissé leur collection au musée. Donc il y avait par exemple le cas d'un missionnaire en Afrique, le cas d'un qui avait été en Amérique, aux États-Unis, puis qui avait fait une industrie du textile. Et donc ma question, c'est donc à quel point c'est un coup de chance de la part du musée Rétique d'avoir pu trouver toutes ces collections, d'avoir vraiment pu les grouper. Je ne me rends pas compte de la quantité de travail que ça leur a demandé de leur côté. Et la deuxième, c'est à quel point ce genre de démarche pourrait être appliqué à d'autres collections. Alors vous avez dit évidemment les inventaires, on n'a pas l'entier. Mais du coup, de pouvoir retracer un petit peu l'origine des objets par éventuellement les dons qui ont été faits au musée. Roberta, oui. Alors, je dois dire que moi, je me considère un peu comme une policière. C'est-à-dire que le travail d'inventaire, le travail, ce que depuis quelques années, on appelle travail de provenance. Il y a 10 ans, on l'appelait histoire des collections. En principe, c'est la même chose. Sauf que maintenant, on a découvert encore plus l'importance de ce type de recherche. C'est un travail d'investigation dans lequel il y a beaucoup de pistes que vous pouvez suivre. Alors d'abord, je dois dire que, heureusement, dans un musée, il n'y a pas que des objets du XVIe ou du XVIIIe siècle. Hein, parce que des objets, effectivement, de cette époque-là, les indications de provenance sont vraiment très, très vagues. Hein. Je m'occupe d'une collection qui a plus ou moins 4500 objets. Je pense que j'en ai même pas 50. Peut-être même pas, desquels la provenance est complètement inconnue. Parce que c'est un travail de policière qui est accompli sur à plusieurs niveaux. Bien sûr, avec les communautés, mais d'abord, il faut déjà savoir plus ou moins s'orienter dans une région géographique plutôt qu'une autre. On travaille aussi beaucoup en réseau avec des collègues. Le fait d'aller à des conférences, vous avez un objet, vous ne savez pas d'où il vient, vous montrez des photos. Maintenant, depuis des années, nous avons beaucoup de musées en Suisse, hein, la grande majorité a les inventaires, les bases de données sont en ligne. Donc, n'importe qui, en théorie, hein, peut regarder des objets. Là, j'ai une anecdote de laquelle je suis très, très fière.
il y a, moi, je suis pendulaire. J'habite Fribourg, mais je vais à Genève. Et un matin, à 6h45, j'étais sur le quai. Je regarde mon mail et je trouve un mail d'un artiste aborigène qui s'appelle Jonathan Jones, qui me dit « Écoute, j'ai vu ton livre à Sydney. J'ai vu que dans le livre, tu te posais la question, parce que j'avais organisé l'exposition sur l'Australie, tu te posais la question de l'origine de ce bouclier. Ben, je peux te dire exactement d'où il vient, et je peux même t'envoyer une photo prise en 1900, au début du XXe siècle, une photo dans laquelle on montre ce bouclier dans la maison de monsieur d'un collectionneur. Donc maintenant, on travaille... C'est un exemple magnifique, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est qu'on travaille beaucoup en réseau. Le nom, par exemple, du donateur peut nous donner des indications sur l'origine. Mais c'est un travail d'investigation complexe, mais aussi très sympathique, si on veut. L'aspect peut-être, si je rebondis sur la deuxième partie de votre question, ou la deuxième question, le fait que ce soit des collectionneurs privés qui lèguent à un musée, est-ce que ça facilite la traçabilité? C'était ça, hein, je crois, un peu. Voilà. Je ne suis pas vraiment certaine, pardon. Parce que si vous regardez, par exemple, alors maintenant c'est une autre chose, mais jusqu'à il y a 20-30 ans, les collectionneurs privés, surtout ceux qui voulaient vendre les objets, avaient intérêt à dire à qui l'objet avait appartenu avant eux. C'est ce qu'on appelle le pedigree. Donc, si vous allez sur... dernièrement, Barbier Muller a vendu une centaine d'objets. Le fils de Barbier Muller a vendu une centaine d'objets. Et si vous regardiez sur le site Internet de la vente aux enchères, vous pouviez savoir exactement à qui il avait appartenu. Donc le pedigree, souvent, est quelque chose de très important pour les collectionneurs privés, plus que pour les musées. Mais des fois, on n'a pas trop d'informations sur la provenance, si on veut dire, du début. Est-ce que je peux compléter? Faites. C'est juste pour rappeler les temporalités et le problème des collections privées en Suisse, mais partout. Donc moi, je suis tombée, disons, dans cette étude des collections non européennes en Suisse, au départ, grâce à un projet dont vous avez peut-être vu l'exposition, qui s'appelait Exotique, regardez l'ailleurs au siècle des Lumières, 2020, au Palais de Rumine, à Lausanne, projet qui était dirigé par Noémie Etienne à l'Université de Berne. Et c'était en 2016, et on visitait, comme je vous ai dit, toutes les réserves des musées pour tracer les objets qui avaient été fabriqués en dehors d'Europe dans un contexte colonial. En 2016, on ne parlait pas beaucoup de ces questions, et pourtant c'est tout récent. Et je me souviens d'une collection privée qui a été déposée dans une institution publique. Ça arrive, donc, que des collections privées soient déposées dans des institutions publiques. On ne nous a pas laissé la voir. Donc les collections privées peuvent être... C'est-à-dire... lorsqu'ils savent que c'est une recherche, peuvent interdire l'accès aux collections ou, ça c'est encore plus étonnant, accorder l'accès aux collections, mais sans stylo ni ordinateur. Donc vous n'avez pas le droit de prendre des notes. Et ça paraît fou, mais je vous parle de 2016. Merci beaucoup, oui, Mathieu Gilabert. Non, je trouvais intéressant de savoir si ils avaient eu de la chance ou pas. Alors la chance, elle se tente, et puis des fois on en a et des fois pas. Mais c'est vrai qu'à côté des collections, il se pose la question quand même des archives et des archives des musées. Et là, les musées ont des politiques d'archives qui peuvent différer assez grandement d'une institution à l'autre. Le MEG, sauf erreur, a donné ses archives à la ville de Genève. Et là, c'est vrai qu'on a des archives qui sont gérées par des archivistes et qui sont très accessibles. On a d'autres musées qui gardent leurs archives dans leur institution pour différentes raisons. Je ne juge pas ça, mais des fois, ils ont des conditions d'accès à ces archives qui peuvent être difficiles. Donc, et ça, pour les historiennes et les historiens, et aussi pour la recherche en provenance, ça peut jouer un rôle assez important, la constitution des archives des musées. Parce qu'il ne faut pas oublier que les musées, ils conservent à la fois des objets, mais ils conservent aussi des archives, des inventaires, etc. Et en fait, ça se retrouve aussi dans les archives des privés et des archives publiques.
Et là, on a des archives privées qui peuvent être données à des archives publiques. On a le cas, par exemple, à Neuchâtel, dans le cadre duquel on mène actuellement un projet. Et là, on a aussi des grandes différences avec des archives privées qui sont rendues accessibles au public, dans le cadre des archives de l'État de Neuchâtel, et des archives privées qui sont déposées dans des archives publiques qui sont plutôt fermées au public. Donc, en fonction de ce qu'on cherche, on peut être face à des difficultés ou face à justement des ouvertures. Il y a des grandes différences. Patrick Minder. Oui, moi je voulais citer deux exemples. Par anecdote, j'ai appris que le collège de Delémont possédait 2 momies qui faisaient peur aux élèves. Je l'ai su par un Genevois. Donc, on m'avait dit que c'était des momies africaines. Donc ça m'a intéressé. Je me suis rendu au collège de Delémont où un seul prof, aujourd'hui décédé, heureusement que j'ai pu le rencontrer, connaissait l'existence de ces 2 corps momifiés qui étaient stockés dans le grenier de l'école parce qu'ils les avaient exposés pendant un moment, ça faisait peur aux élèves, donc ils les avaient mis au Galta, dans des conditions de conservation que vous pouvez imaginer idéales, entourés d'objets préhistoriques. Et par les archives, ce que vous soulignez, c'était difficile de savoir, de connaître l'origine de ces 2 corps pour qu'ils terminent au collège de Delémont. Il s'est avéré que c'était des momies qui étaient péruviennes, qu'elles n'avaient pas eu le temps d'être momifiées dans les conditions habituelles, et elles ont fait le tour du monde. Elles sont restées pendant 2 ans en tournée. L'État péruvien a été très intéressé par ces 2 corps qui étaient stockés dans une école en Suisse. Donc vous voyez, le hasard, là, peut faire quelque chose. Puis l'autre cas qui me paraît être intéressant, parce que ça nous fait réfléchir aussi sur le sens de ces collections, de ces archives, c'est le village noir de l'exposition nationale à Genève, où on a une troupe de personnes qui sont issues du Sénégal actuel, qui sont des sortes de regroupements qui circulent en Europe pour être exhibés. Il y a une faillite de ce village, on met des objets en vente. Ces objets sont achetés par le musée, le MEG. Ils sont étiquetés. Ils sont étiquetés avec une provenance très floue, en l'occurrence 12 pays actuels, hein, si vous prenez les cartes africaines aujourd'hui. Et plus intéressant encore, c'est que les habitants qui étaient dans ce village pendant 6 mois ont été utilisés par des scientifiques qui donnaient cours d'ethnographie, comme on l'appelait à l'époque, comme spécimens de conférences scientifiques. Donc on a reposé beaucoup de discours scientifiques sur des objets dont l'origine est tout à fait discutable, et l'interprétation de ces objets qui est soumise à la réflexion. Qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on en a fait, voilà, c'est ce genre de difficulté qu'on a. On aimerait trouver des archives plus précises et arriver à documenter ça. Voilà, c'était les 2 exemples. Merci beaucoup. Question du public. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse à Madame Petrella. Je n'ai pas bien compris pour quelles raisons les musées vous empêchaient d'accéder à leurs réserves. Respectivement, quel était leur intérêt à vous empêcher d'accéder à leurs réserves avec ordinateur, stylo et papier. Merci. C'est malheureux, mais je ne vous vois pas. Encore un petit peu. C'est pas grave. Ah, oh non! C'est très important, c'est la richesse de la table ronde, c'est qu'on puisse vous voir, et vous ne le savez pas, mais nous, on a vraiment les spots dans les yeux. Ce serait super si soit vous vous leviez, vous nous faites un signe, c'est beaucoup plus sympa. Alors, j'aimerais que ma réponse soit très claire. En fait, parce que je me rends compte en vous entendant que je ne l'étais pas. La première, et c'est un point sur lequel j'aimerais insister, parfois on n'a pas accès aux réserves lorsqu'on ne travaille pas dans le musée même, non pas par une mauvaise volonté de l'institution, mais parce qu'ils ont déjà trop de boulot. Vous écrivez un email à des conservateurs tristes auxquels on demande de faire 2-3 expositions temporaires par année, plus l'administration, plus la com, encadrer les activités de médiation. Ils n'ont pas le temps de répondre à une chercheuse de l'université de Fribourg, Neuchâtel ou Montréal. Donc parfois, c'est juste un problème de temps. C'est-à-dire qu'on ne nous répond pas parce que ce n'est pas faisable dans une journée de 24 heures dans laquelle on est sorti dormir 10 pour le personnel de musée.
Et j'insiste là-dessus parce que du coup, souvent, nos recherches sont aussi aiguillées par la générosité des personnes qui, dans les musées, travaillent avec nous, partagent du temps libre. Souvent, c'est sur le temps libre. Moi, je sais, par exemple, j'ai eu la chance de travailler pas mal sur la collection du Musée de la Civilisation de Québec. L'ancienne conservatrice en charge des collections ethnographiques, enfin, autochtones, elle faisait tout sur son temps libre. Et elle m'a pris sur son temps libre une fois, un jour du week-end, pour aller voir une collection de réserve. Donc voilà, pour expliquer que la première partie de ma réponse, c'est de dire parfois le temps manque pour donner l'accès aux réserves. Et la deuxième, alors c'était un peu une pique de ma part, je ne sais pas jusqu'à quel point je pourrais vous expliquer ou vous donner trop de détails, parce que j'aimerais pas que vous repériez quelle est l'institution, mais ça m'est arrivé, oui, et pas une seule fois, que dans le cadre de recherche, on limite l'accès de manière volontaire, parce qu'on ne veut pas que le contenu soit diffusé. Vous devez imaginer que c'est pas le cas de tout le monde, mais dans mon cas, il y a parfois des objets ou des histoires qui sont très sensibles, mais pas un peu, beaucoup. Quand on parle de... parce que retracer la vie d'un objet, c'est pas seulement retracer la vie d'un objet, c'est toute l'histoire qui véhicule. Dans mon cas, j'y ai fait allusion brièvement, c'est raconter l'histoire de l'implication des liens entre colonisation et entreprises missionnaires catholiques en Amérique du Nord. C'est lourd, vous voyez. Donc, parfois... de manière un peu aussi, je pense qu'il y a une forme de délicatesse ou de pudeur. On ne veut pas que les chercheuses ou les chercheurs divulguent des histoires qui sont encore douloureuses. Et ça, je l'ai vécu très fort au Canada, où depuis 2 années, on parle beaucoup des répercussions des pensionnats autochtones. Alors, je pourrais vous en parler un peu si vous voulez, mais en tout cas, la question de la colonisation et de la conversion, dans ce cadre-ci, des pensionnats autochtones très violents qui a été fait, est un sujet très délicat. Et donc, j'en viens aussi à un point qui est important, ce qui est difficile dans la recherche, et on l'a vu cet après-midi avec nos groupes d'étudiants qui se sont affairés un peu à ces enquêtes, c'est que parfois on trouve des choses, des résultats qu'on ne peut pas partager. Parfois, on ne peut pas, parce que c'est trop. Et même nous, et même moi qui suis chercheuse, qui donc ne m'identifie pas à une institution, en plus je suis chercheuse précaire, je change d'université toutes les 2 années, ben même moi, des fois, j'ai du mal. Des fois, c'est trop. Merci beaucoup. Oui, une question ? Oui, merci. J'avais juste une question concernant l'encadrement légal ou conventionnel lors d'une restitution d'œuvres. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des lois ? Est-ce qu'il y a des règles ? Ou est-ce que c'est purement juste du bon vouloir des propriétaires des œuvres de les rendre ? Peut-être Roberta Colombo-Dougou. Alors, je dois dire que nous sommes en Suisse et nous ne sommes pas en France. Donc, l'aliénabilité des collections n'est pas un dogme chez nous. Les collections peuvent être aliénées, donc peuvent sortir des collections. Ça, c'est un premier point très important. Donc maintenant, il y a plusieurs discussions sur les restitutions, mais je veux faire un pas en arrière et aller en 1992. Le musée de Genève et ce que maintenant on appelle Museum der Kultur, en aval c'était le Völkerkundemuseum de Bâle, ont rendu 2 têtes momifiées maoris au gouvernement de la Nouvelle-Zélande. À ce moment-là, les 2 têtes n'ont pas été entièrement rendues, mais elles ont été renvoyées en Nouvelle-Zélande avec un contrat de prêt à long terme. Donc c'était bien avant 2010, toute la question des têtes maoris en France. En 2014, en 2010, j'ai reçu un mail donc ces 2 têtes ont été rendues au Musée national de Nouvelle-Zélande. Et en 2010, j'ai reçu un mail dans lequel on me demandait si le musée d'ethnographie avait une tête maori. Et je dis, bien sûr qu'on l'a, mais c'est vous qui l'avez maintenant. Donc l'histoire, elle avait été oubliée, mais il a fallu peu pour reconstituer toute l'histoire. Donc, on a échangé quelques mails.
La Nouvelle-Zélande a demandé la restitution et la ville de Genève l'a accordée immédiatement. Il y a en 2023, le musée d'ethnographie de Genève a rendu... il y a eu deux restitutions. La première, c'est 2 objets Haudenosaunee, donc ce qu'on appelait autrefois les Iroquois. Juste pour vous donner un timing. Juillet 2022, des représentants Haudenosaunee sont à Genève pour des séances à l'ONU. Ils viennent au musée, ils voient qu'il y a un masque et un hochet qui ne devaient pas être exposés, selon eux. Ils demandent qu'on sorte de l'exposition ces objets. 2 jours après, les objets sont sortis de l'exposition. La demande officielle a été faite, donc de restitution, a été faite en octobre 2022. En février 2023, il y a eu la cérémonie de restitution. La même chose pour des momies boliviennes, cette fois, pas péruviennes. La demande a été faite, puis elle a été, les momies ont été restituées au mois de novembre. Mais au-delà des temporalités, de ces exemples très pertinents, de savoir sur quelle base, est-ce qu'il y a des bases légales, comment on vérifie la demande de restitution, comment le musée s'assure peut-être que toutes les conditions sont remplies pour restituer un objet. Alors, il faut que la communauté puisse démontrer que les objets appartiennent effectivement à leur communauté. Ça, c'est la première chose. Il y a eu des cas, par exemple, à Göteborg. Il y a un groupe linguistique qui vit entre le Mexique et les États-Unis qui a demandé la restitution d'un objet pendant 20 ans. Mais la difficulté, c'était que maintenant, cette communauté, elle vit sur 2 États nationaux différents. Donc, il fallait absolument comprendre à quel état la restituer. Donc, une fois qu'ils se sont, après 20 ans, se mis d'accord, c'était fait. En effet, il faut simplement que la communauté... simplement, c'est pas simplement, mais disons qu'il y a des termes légaux, mais moi, je ne suis pas juriste, donc je ne suis pas capable de dire exactement, mais on doit pouvoir... une fois que la communauté arrive à démontrer, puis il faut qu'il y ait un accord entre les États. Les choses ne sont pas aussi compliquées qu'on pense. Des fois, les choses compliquées ne sont pas chez nous, mais sont chez eux. Je fais un exemple. Le musée de Bâle et le musée de Genève est en négociation depuis Genève depuis au moins 2018. Bâle encore avant, pour la restitution de 2 têtes Yolngu, donc pour le musée d'ethnographie, de 1 tête pour le musée de culture de Bâle. On est même allé en Australie, à Milingimbi, négocier, parler avec les communautés. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à déterminer à quel clan ces restes humains, ces restes ancestraux sont reliés. Et donc, ils n'arrivent pas à comprendre quel clan veut s'en occuper. Mais à partir du moment où ils arriveront à une conclusion, je ne veux pas dire que c'est vite fait, mais presque vite fait, oui. Ça répéterait. Oui, j'aimerais juste ajouter cette question. On est beaucoup sollicité sur les questions de restitution et il y a un point que je rappelle toujours qui est très important. On restitue à qui ? Dans le cas des 2 objets du MEG qui ont été demandés par la délégation Haudenosaunee, ce qui était unique et très rare, c'est que les objets n'ont pas été rendus à l'État, en l'occurrence au Canada, n'ont pas été rendus à un musée, mais ont été rendus directement aux représentants autochtones. C'est ça qui est très important dans les questions de restitution, savoir à qui on rend. Si vous rendez directement, comme ça a été le cas dans cette affaire, et c'était assez drôle parce que moi j'ai suivi un peu ce processus de restitution. D'ailleurs, on parle de rapatriement, on ne parle plus de restitution, ou mieux de rematriement dans certains cas, mais passons. Moi, j'étais au restaurant avec les délégués autochtones après la cérémonie, parce qu'il y a une cérémonie de remise des 2 objets sacrés, et il était dans une petite valise à côté de nous. Et c'était assez drôle parce qu'ensuite, le lendemain ou le jour d'après, ils ont pris cette petite valise, ils ont traversé l'aéroport et la douane, non pas avec leur passeport canadien ou des États-Unis, mais leur passeport Haudenosaunee. Tout ça, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Ce qui se joue aussi dans les questions de décolonisation, c'est ce que je disais en préambule, c'est la question de droit autochtone, de droit à l'autodétermination, à la gestion des peuples autochtones, de leur patrimoine, car dans certains cas, il y a eu des conflits qui sont très anciens avec les États. Et donc, rendre des objets autochtones, au Canada en l'occurrence,
pourrait être problématique. Là où il y a vraiment un jeu de force, un jeu de pouvoir, c'est de le rendre directement aux communautés. Et je rappelle, alors ce n'est pas tout à fait des objets non occidentaux, mais je rappelle que dans certains cas, il y a des objets qui ne sont pas rendus parce qu'on parle de patrimoine en danger. C'est le cas par exemple d'une collection d'objets archéologiques palestiniens de la région de Gaza, qui avait été hébergé, reçu par Genève il y a une quinzaine d'années dans le cadre d'une exposition MH, et qui est toujours aujourd'hui au Port-Franc, parce que le risque, ce serait que si on les ramène, on les rapatrie, ils ne passent pas par la Palestine, mais par Israël, et vous imaginez la situation actuelle. Donc, quand on parle de restitution au mieux de rapatriement, toujours bien comprendre à qui on rend, parce que ça change tout. Mathieu Gilabert, vous vouliez intervenir? Je vois hocher de la tête. Non, mais je trouve que les exemples sont vraiment sont pertinents et rappellent quand même cette question de la restitution. C'est pas une question qui vient de maintenant, en fait. Ça a une histoire, cette question des restitutions. Vous avez parlé des années, jusque dans les années 90, il y a les restitutions, mais si on regarde, si on fait une petite recherche sur les discussions qui ont eu lieu à l'UNESCO, on peut même remonter jusque dans les années 50 sur les questions, les demandes de restitution. Peut-être ce qui vient maintenant se greffer là-dessus, et c'est cette discussion vraiment à qui on les rend, parce que c'est vrai que quand on est dans une configuration entre États, il y a vite le risque que la restitution se fasse pour des bénéfices politiques. On le voit encore actuellement, hein, c'est un enjeu diplomatique, alors que si on déconstruit cela et puis qu'on travaille avec des communautés sources, eh ben on va au-delà de ce contexte politique et d'une recherche d'autres bénéfices extérieurs à la question des objets. Merci beaucoup. Patrick Miner, non. Est-ce qu'il y a, oui, une question? Moi, j'ai une question un tout petit peu en marge, mais sur la monstration des corps, et je trouve intéressant d'inverser la perspective. Vous parliez des restitutions dans les communautés. Qu'en font-elles, en fait, des corps humains qui restituent? Est-ce qu'ils les présentent dans les musées ou est-ce qu'ils les enterrent? Est-ce qu'il y a des cérémonies qui sont faites? Variées. Par exemple, les momies boliviennes, elles vont probablement être réexposées, ou en tout cas, elles vont être accueillies. Elles ont été accueillies dans le musée bolivien. Dans certains cas, par exemple, dans certains cas en Australie, en Nouvelle-Zélande, si on sait exactement à quelle communauté ils appartiennent, les restes, moi j'aime bien l'expression restes ancestraux, parce que ce sont des ancêtres, ce n'est pas des restes simplement humains. Le lien qui est exprimé par cette formulation est complètement différent. Donc, les restes humains, les restes ancestraux rendus à des communautés, les communautés décident ce qu'ils veulent en faire, s'ils veulent les enterrer, les rendre à la terre, c'est leur affaire. Dans certains pays, quand la communauté exacte n'a pas encore été déterminée, il y a des sortes de mémorials. Par exemple, en Australie, maintenant, ils sont en train je crois que la loi a déjà été acceptée, de construire ou de réserver un lieu aux restes ancestraux qui revient en Australie, mais qui n'ont pas encore reçu une attribution plus particulière. Oui, Patrick Minder. Juste le cas de Saartjie Baartman, la Khoisan, donc dite à l'époque la Vénus Hottentote, est rendue. Elle est enterrée avec une cérémonie traditionnelle, une fois que l'État français et que le musée de l'homme sont séparés. Voilà. C'est un autre cas de figure. Et si je peux ajouter quelque chose? Alors, parce qu'il y a encore deux questions qui surviennent, mais allez-y. Parfois, on ne sait pas. Et c'est pas grave. Enfin, c'est aussi tout l'enjeu, puisqu'aujourd'hui on parle de décolonisation. L'idée, c'est de dire que du moment où on considère qu'il s'agit de patrimoine autochtone, on les lâche. Et il y a plus, la traçabilité ne compte plus. Et pour revenir encore à l'histoire des deux objets sacrés qui ont été rendus par le MEG au Haudenosaunee, moi j'étais curieuse, alors j'ai demandé à une des Haudenosaunee qui faisait partie de la délégation, qui elle est directrice d'un musée de réserve, je lui ai dit mais ils vont aller où les objets, parce que j'étais curieuse, et elle m'a dit mais j'en sais rien,
moi, je suis responsable de musée. Je ne sais pas qui se passe du côté religieux. Elle m'a dit, I'm not a medicine man, dans le sens, c'est pas mon travail. Et il faut imaginer, parfois, on a l'impression, en parlant de communauté, que c'est des petits groupes, mais c'est des nations. Et dans le cas des Haudenosaunee, c'est une confédération. Ils se sont répartis aussi les charges de travail pour ce qui relève de la sphère religieuse et de la sphère, disons, culturelle. Et ben, elle ne le savait pas. Et c'est normal. Enfin, vous-même, vous ne travaillez pas dans les musées, vous ne savez pas tout ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait des tables rondes, finalement. Oui, une question ? Bonjour. Moi, ma question concerne la présentation des objets dans les collections des musées, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont dans un musée, soit ils viennent d'une collection privée, soit de l'État, mais on sait que ces objets sont arrivés en Occident de façon illégale, c'est-à-dire par des pillages, notamment beaucoup lors de conquêtes militaires, ou par des religieux. Et donc, du coup, on est à peu près sûr que ces objets n'ont pas été acquis légalement, mais ils sont présentés dans nos musées. Et la question, c'est comment on les présente. Est-ce qu'on doit, on doit omettre ce fait-là? Est-ce qu'on doit le présenter de façon un peu factuelle et froide, c'est une prise de guerre? Ou est-ce qu'on doit rajouter de l'éthique et clairement expliquer? Par exemple, je pense que dans les collections égyptiennes du musée du Louvre, il y a beaucoup d'objets qui n'ont pas été achetés légalement, mais qui viennent des conquêtes napoléoniennes ou autres. Et donc là, c'est comment présenter ce fait-là au public? Merci. Disons qu'autrefois, la question ne se posait pas. Donc autrefois, jusqu'à peut-être il y a 20 ans, on les exposait sans mentionner ça. Maintenant, c'est vraiment la pratique de le rendre public. L'exposition qui va ouvrir au musée de Genève, qui s'intitule Mémoire Genève dans le monde colonial, désolé, je me rappelle du titre, met effectivement en évidence les histoires de relations asymétriques et des fois des histoires de grande violence de certains objets. Donc l'idée maintenant est vraiment de donner la parole aussi à ces histoires qui n'ont pas été exprimées jusqu'à maintenant. Et si je peux ajouter une anecdote un peu drôle, enfin, on ne devrait pas trop rire dans ce contexte de discussion, mais c'est une discussion que j'ai eue avec ma collègue, je crois qu'elle est ici, Kalinka Janowski, du département d'histoire de l'art. Ah voilà, on parlait des bases de données, parce que tout ça, donc maintenant, il est obligatoire, vraiment obligatoire, de mentionner les provenances, y compris dans les cas d'acquisition problématique, sans consentement, etc. Et c'est fait désormais de manière systématique pour les spoliations nazies. Mais ça crée des bizarreries sur les bases de données. Donc vous allez sur les bases de données de grands musées, on parlait, je sais pas, du Met. Alors vous avez la base de données, vous pouvez écrire paysage, premier mot-clé. Ensuite vous pouvez écrire 18e siècle, et ensuite vous pouvez écrire nazi. Et donc, c'est-à-dire que c'est tellement important que maintenant sur les bases de données, c'est mis sur le même niveau que ce qui pour nous est de la donnée primaire. Et je pense que ce sera l'enjeu du futur, de ces bases de données, de, disons, redonner une profondeur à ce qui maintenant se fait de manière un peu automatique. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, bonjour, c'est justement moi qui vais poser une question. Je me posais une question concernant les objets pour lesquels vous avez une parfaite connaissance de la provenance et qui sont toujours dans vos musées, donc pas restitués. Quand vous souhaitez les exposer, est-ce que vous êtes soumis à un protocole de demande à la communauté en question, du fait de leur demander en fait, le droit d'exposer, et s'il y a des conditions d'exposition, mais j'entends pas en termes techniques, mais en termes justement de médiation, ou simplement est-ce qu'on a le droit, ou est-ce qu'eux ne veulent pas que cet objet rituel, par exemple, soit exposé dans ce genre de cas-là? Merci. Oui, alors encore une fois, là, ça a vraiment changé parce qu'autrefois, c'était le discours du musée, on montrait ce qu'on voulait et on racontait ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette optique-là. Et effectivement, alors si je prends l'exemple du musée d'ethnographie de Genève, en 2014, nous avons réouvert le musée et nous avons exposé, par exemple, aussi des restes humains. À ce moment-là, seulement les restes humains qui ne posaient pas trop de problèmes ont été exposés. Par exemple, pour l'Océanie, je n'ai pas exposé des restes humains aborigènes. Je l'ai exposé une fois, mais parce que j'ai obtenu la permission. Je n'ai pas exposé des objets, des restes humains maoris, parce que je sais qu'ils ne sont pas d'accord.
Aujourd'hui, le musée fête 10 ans, il y a quelques mois, et notre directrice a décidé de faire un changement. C'est-à-dire que si nous voulons continuer à exposer des restes humains ou des objets sensibles, nous devons obtenir la permission des communautés. Alors, j'ai passé des mois, parce que en Océanie, il y avait plusieurs objets constitués de restes ancestraux. Donc, j'ai passé beaucoup d'heures à envoyer des mails pour avoir la permission. Dans certains cas, je l'ai obtenu, et donc les restes humains peuvent rester. Dans certains cas, je n'ai pas obtenu la réponse, et donc on va les retirer. Mais pourquoi je n'ai pas obtenu la réponse ? Par exemple, pour la Nouvelle-Guinée, je pense que la question... Bon, je sais. J'ai envoyé beaucoup de mails au directeur du musée. Ben, il est parti du musée, donc il y a une situation très compliquée au musée. Et puis, c'est une question c'est une question qui n'a pas de sens aujourd'hui en Nouvelle-Guinée. Ils ont beaucoup d'autres préoccupations. Donc, bon, voilà. Ma question, elle était un peu à côté de la plaque. J'ai eu beaucoup de problèmes à avoir une réponse de Vanuatu. Mais peut-être parce que la question, elle était un peu bête. C'est-à-dire que sur leur site, il y avait des restes humains. Et puis moi, je posais la question, est-ce que je peux continuer à montrer des restes humains ? Alors, il a fallu l'aide de l'ambassadeur de Vanuatu à Genève. Et puis voilà, j'ai obtenu une réponse. Mais disons qu'effectivement, maintenant, pour certains, on ne pose pas de questions pour la majorité d'objets, mais pour des objets sensibles ou pour des restes ancestraux, on demande la permission. Et si je peux ajouter, donc pour sortir de la Suisse et parler de l'Amérique du Nord, on a beaucoup parlé depuis le mois de janvier 2024, dont c'est tout récent, du NAGPRA, en anglais Native American Grave Repatriation Act. Le NAGPRA existait depuis les années 90 pour lutter contre une pratique qui malheureusement a été systématique de pillage de tombes autochtones qui ont servi à renflouer les caisses des musées d'Amérique du Nord et d'Europe. Et avec le NAGPRA, l'idée était d'obtenir le consentement des nations dont la culture matérielle, parfois des restes humains, est exposée dans les musées. En 2024, ils se sont rendus compte, les autorités des États-Unis surtout, se sont rendus compte que les musées n'allaient pas assez vite dans ces démarches. Et donc, ils ont accéléré. Et tous les musées qui n'avaient pas obtenu un consentement pour toutes les collections, pas seulement les restes humains, toutes les collections de patrimoine autochtone, ont dû cacher les vitrines. Et moi, je l'ai vu, ça, puisque j'étais à Chicago au mois de février, je le racontais cet après-midi, au Field Museum, un des plus gros musées d'histoire naturelle au monde, plus de 6 millions de pièces. Et c'était assez étonnant, mais moi, j'ai trouvé ça merveilleux de traverser des allées de vitrines qui étaient cachées, avec du papier craft. Alors, les objets étaient là derrière, mais puisqu'ils n'avaient pas obtenu le consentement, ils étaient cachés en attendant le consentement. Et c'est une pratique qui deviendra systématique et obligatoire parce que désormais la pression est beaucoup plus forte, pas seulement au niveau des musées, des institutions et du droit international. Il existe un texte important qui s'appelle la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui est un texte non contraignant pour les nations, mais que tous les musées essayent désormais, enfin devraient appliquer, dans lesquels il est dit que tout ce qui relève des patrimoines autochtones, y compris les patrimoines matériels, relève du consentement et de l'autodétermination des peuples. Donc il y a aussi un niveau de droit international qu'il ne faut pas oublier. Merci beaucoup. Oui, une question ? Oui, bonsoir. Je voulais juste rebondir par rapport à la question qui a été posée au niveau de la légalité des acquisitions. Est-ce que ça rajoute pas aussi une couche supplémentaire de complications ? Je pensais à l'exemple, par exemple, l'Empire ottoman qui était une région géographique considérable au Moyen-Orient et où le gouvernement ottoman a autorisé des fouilles archéologiques, du British Museum, de France, d'Allemand, etc. Et dans ces cas-là où il y a des fouilles ou des objets qui ont pu être ramenés ensuite en Europe avec l'accord légal des autorités politiques de ce moment-là, est-ce que ça ne rajoute pas finalement une couche problématique à d'éventuelles restitutions ou à d'éventuelles demandes de la part de personnes qui sont touchées par ces objets qui ont été retirés de là d'où ils viennent finalement ? L'aspect étatique, politique peut-être ? Mathieu Gilabert. Non, c'est sûr que c'est une couche supplémentaire, une couche de difficulté. C'est de savoir
de nouveau, un petit peu la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir justement à qui effectivement appartenaient des objets qui pouvaient se trouver sous la terre à ce moment-là, avant les fouilles. En même temps, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec les restitutions, je crois que comme l'a dit Roberta, ça peut être des fois aussi assez simple. Des fois, on met beaucoup de couches de complexité pour empêcher d'arriver à un résultat. Et ça, je pense, par exemple, le dernier livre de Bénédicte Savoie sur les restitutions le montre bien. Depuis les années 60, les États ont souvent eu tendance à rendre la chose très compliquée pour être quitte de devoir restituer certains objets qui pourraient être restitués assez facilement. Je pense par exemple, dans les années 1930, une cloche a été rendue à une délégation japonaise par Genève. Une délégation, c'était une cloche qui avait été achetée par des commerçants suisses et une cloche qui s'était retrouvée à Saint-Gall et ensuite à Genève. Une délégation japonaise est arrivée à Genève et ils ont récupéré cette cloche. Je ne sais plus à quelle population elle appartenant, mais ça s'est fait. Cela pour montrer que finalement, voilà, c'est effectivement complexe, mais quand on veut, on trouve aussi des solutions. Merci beaucoup. Une question? Oui, juste au-delà de l'aspect juste matériel des objets, est-ce qu'il est pris en compte la dimension spirituelle, un peu métaphysique? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois complètement. Oui, bien sûr. Alors, quand je suis arrivée au musée, il y avait une statue qui est encore d'ailleurs exposée au musée. Et devant cette statue, il y avait un petit tapis. Parce qu'il y avait des personnes qui venaient une fois par semaine prier. Cette statue, c'est une statue bouddhiste d'Asie, je ne me rappelle pas exactement laquelle. Enfin la provenance, mais il y avait des personnes qui venaient chaque semaine prier, donc il y avait un petit tapis. Et c'était le siècle passé. Oui, on ne peut pas éviter cette problématique-là. Enfin, pour moi, c'est une richesse. Ce n'est pas quelque chose... mais c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. J'ai à ma main gauche la bague de ma grand-mère. Ce n'est pas juste de l'or, c'est même pas un brillant parce que ma grand-mère, elle était très pauvre. C'est un témoignage, c'est un lien avec mon ancêtre. Donc, beaucoup d'objets qui sont dans nos musées ne sont pas simplement faits de bois ou de fer. Ce sont des liens avec des personnes. Ce sont des liens que certaines personnes ressentent comme très importants. Donc, on tient compte de ça. On tient compte de ça. Et si je peux ajouter quelque chose, nous, enfin, quand je dis nous occidentaux, distinguons de manière claire les objets et les choses. Et dans le cadre de l'histoire coloniale, cette distinction est assez dramatique, puisque, comme vous le savez, des personnes, notamment les personnes réduites en esclavage, ont été considérées comme des choses. Dans d'autres cultures, comme chez certains peuples autochtones, certains objets sont dotés, alors on dirait d'une âme en contexte chrétien, mais disons une agentivité. Ils ont un pouvoir d'agir. Ils ne sont pas des choses inertes, mais ils sont des personnes. On ne parlait pas de figures. Et ils relèvent, je pense, de l'éthique, non seulement des musées, mais de la recherche en général, de tenir compte du fait que si pour nous, il y a une distinction entre objets et personnes, les objets, eux, quels qu'ils soient, et surtout dans un contexte religieux ou spirituel, doivent avoir, on doit préserver cette aura, ce pouvoir d'agir des choses. Merci beaucoup. Chose, là, je dirais que dans ce sens, on est tous les mêmes. Dans tous les continents, aussi chez nous, il y a... Et donc, finalement, il s'agit de regarder soi-même pour pouvoir mieux regarder les autres et comprendre ces choses. Deux questions. Pardon, je voulais juste savoir, comprendre, est-ce que les musées, eux, prennent en compte cette dimension spirituelle? Non. Je crois que oui, hein,
on l'a Après, entendu. c'est une question aussi de personnalité. Il y a peut-être des personnes qui sont un peu plus ouvertes à ça. Mais oui, c'est un aspect qui est important. Et par exemple, comment dire, quand ce masque Haudenosaunee a été restitué, déjà quand on l'a levé de l'exposition, j'ai fait un entretien aux représentants, aux jeunes représentants Haudenosaunee. Et puis, il ne parlait pas du masque, il parlait d'un être humain. La première chose qu'il a fait quand on l'a sorti, quand mes collègues l'ont sorti de la vitrine, c'était lui parler dans sa langue. Et puis, avec les larmes aux yeux, disait est-ce que tu n'as pas entendu parler ta langue depuis 200 ans Donc voilà, ce sont des choses qui sont très importantes desquelles les musées doivent absolument tenir compte. Mathieu Gilabert. Je ne sais pas, vous êtes plus spécialiste que moi, mais il me semble quand même que le musée a quand même été une machine à déspiritualiser certains objets. Et c'est plutôt récemment qu'on reconsidère, justement, comme tu disais, cette aura de certains objets, et le pouvoir de certains objets, et de se rendre compte qu'il peut avoir un pouvoir pour d'autres. Et c'est vrai que ça, dans les recherches que les étudiants ont aussi fait au semestre passé, on le voit dans les catégories, dans la nomenclature qui désigne les objets, souvent, qui ne prennent pas du tout en compte cette réalité spirituelle. Et je me souviens, lorsque j'étais au Canada, j'ai vécu plusieurs années au Canada et j'ai eu la chance de participer au Canada. Il existe ce qu'on appelle des centres de recherche autochtones où on travaille sur, dans mon cas, patrimoine matériel et matériel autochtone. Alors, des historiennes de l'art comme moi, des experts autochtones, enfin bref, c'était des groupes très hétéroclites, disons. Et je me souviens, une fois, on parlait d'une collection liée à une communauté, à un peuple qui s'appelle c'était des Wabanaki. Et cette femme Wabanaki parlait d'un musée dans lequel des restes humains, pour le coup, avaient été conservés dans les réserves. Et elle disait, pour nous, c'est terrible, pour deux raisons. La première, c'est que, bon, là, en l'occurrence, il s'agissait de restes humains. On a déconnecté complètement des ancêtres de ma communauté en les mettant dans les réserves, soi-disant pour les protéger. Et pourquoi c'est important? Un discours qui est très important et qui a longtemps et qui justifie encore le fait que certains musées se sont autorisés à déconnecter les objets de pratique qui sont de l'ordre du spirituel mais aussi du cultuel, c'est de les protéger pour des questions de conservation. Or, maintenant, il y a un terme qui est de plus en plus utilisé, c'est ma collègue de Berlin, Lotte Arndt, qui écrit là-dessus, sur l'idée de toxicité. Parfois, protéger un objet, trop le conserver, implique d'utiliser des produits chimiques. Et utiliser des produits chimiques sur des restes humains ou, par exemple, sur des objets du quotidien fait qu'on ne peut plus les toucher. On ne peut plus manger dans un pot qui a été conservé avec des produits chimiques pendant 200 ans. Et donc, d'une certaine manière, ces formes de conservation des musées ont été des moyens, même par des biais chimiques, je veux dire scientifiques, ont été des moyens de déconnecter les objets de leur vie sociale. Merci beaucoup. Oui. Oui, c'était surtout pour rebondir par rapport à la question spirituelle. Hein. Donc, par exemple, en Afrique équatoriale ou en Afrique de l'Ouest en général, tout ce qui est masque, fang, bamileke ou autre, une fois qu'ils sortent de leur contexte, ils sont déjà souillés. Hein. Donc, le fait d'être gardé la plupart du temps dans des musées ou dans des endroits en dehors de la communauté, donc qui fait y loger la puissance métaphysique, ben voilà, ils finissent par disparaître. C'est pour cela que parfois, ceux qui seraient intéressés à récupérer certains ouvrages ou bien certains masques, ils ne les veulent plus parce que c'est déjà souillé, en fait, du fait déjà de les translader ailleurs. Et je voulais savoir si à niveau des musées, en tout cas s'il y a une particularité en Suisse
de sensibiliser à cela. Ils ont déjà posé la question, mais je voulais savoir si dans la discipline muséale, il y a ces questions-là. Merci beaucoup parce que vous me donnez même l'occasion de faire beaucoup de publicité à mon musée, pas simplement pour l'expo qui ouvre le 2 mai, mais aussi pour une exposition que j'organise et qui ouvrira le 31 octobre pour les 10 ans. Dans cette exposition qui s'intitule « Rencontres », j'ai demandé avec mes collègues à 12 personnes issues de différentes communautés du monde entier de choisir un objet du MEG qui appartienne à une de leurs cultures d'origine et de raconter l'histoire que pour eux est importante. Et il y a un monsieur du Congo, de la République du Congo, qui a été interviewé et qui a choisi une porteuse de coupe. Une statuette magnifique qui est exposée depuis des années, mais lui, il raconte une autre histoire. Et puis, il s'est posé vraiment la question. OK, probablement, cette statuette, dans quelques années, elle sera restituée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle retournera dans la communauté ou est-ce qu'elle finira sous une autre cloche, dans une autre vitrine? Est-ce que nous, les Africaines, on sera encore capable d'entretenir des relations avec elle après qu'elle a vécu 200 ans dans un musée et que donc dans un contexte complètement différent? Est-ce qu'on sera encore capable de lui parler? Donc, je pense que ça, ce sont des questions très intéressantes et qui d'un côté, montrent aussi que la question de la restitution, d'abord, bon, je veux le dire, ne fait pas peur au musée. Peut-être à certains musées, mais en général, ce n'est pas une question qui fait peur. Mais c'est une question qui ouvre, à la place de fermer, c'est une question qui ouvre beaucoup de questionnements, beaucoup de collaborations, beaucoup de dialogues qui sont très importantes. Mais je pense qu'effectivement, autrefois, on parlait de la vie sociale d'un objet. Une fois qu'il entre dans un musée, c'est décontextualisé, tout. Déritualiser, et puis comment est-ce que la communauté peut se rapproprier de cet objet? Est-ce que la communauté sera capable? Mais voilà, ça c'est une question de la communauté même, c'est à elle de décider. Le temps avance et puis je crois qu'il y a encore des questions. Merci déjà beaucoup pour ces réponses. Alors, une autre question du public. Oui, bonsoir. Merci à toutes et à tous. Pour commencer, moi j'ai une question moins spirituelle mais plus terre-à-terre et plus locale. J'imagine que les recherches menées par les étudiants ont démontré que les musées fribourgeois, par exemple, regorgent d'objets ethnographiques de peuples autochtones qui dorment dans leurs réserves. Or, ces musées-là n'ont pas de vocation ethnographique et je vois mal ce que pourrait faire une momie égyptienne au musée Saint-Ginois ou un masque africain au musée d'art et d'histoire de Fribourg. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion actuelle des directions de musées pour répertorier ces objets qui n'ont rien à faire dans leur collection et les restituer ou à les donner à d'autres musées ethnographiques, etc. Merci voilà, pour la question. Peut-être du côté de Mathieu Gilabert ou Patrick Minder. Oui, il fallait venir avant, il fallait venir cet après-midi. C'était l'objet des discussions qu'on a eues entre les étudiants et aussi certains représentants de ces musées. Certains d'ailleurs, je crois, sont restés. Donc je leur laisse volontiers aussi la parole pour dire ce qu'il en est de leur institution. Ce qui ressort des recherches qui ont été menées par les étudiants, ce qui a été quand même étonnant, c'est de voir des objets, on va dire, extra-européens dans tous les musées qu'ils ont vus. Alors certaines collections, on le savait déjà, mais par exemple au musée de Mora, on a 200-250 objets qui viennent du monde colonial extra-européen. Il en reste quelques-uns au musée d'art et d'histoire de Fribourg, au musée gruérien aussi. Mais effectivement, et voilà, je dirais que les recherches qui ont été menées dans le cadre de ce séminaire ont peut-être un peu engagé aussi des discussions là autour. Je crois qu'en tout cas au musée de Mora, par exemple, il y aura des suites à cela.
on comprend aussi qu'il y a des difficultés pratiques, financières, en personnel, pour gérer des collections qui effectivement ne sont pas directement liées à la vocation première de ces musées. Mais je crois qu'il y a un effort quand même qui est fait et qui tend au moins à mettre en lumière, en tout cas à donner des listes d'objets, à publier des listes d'objets pour qu'on sache ce qui se trouve là. Mais effectivement, c'est encore un chantier qui s'ouvre, il me semble. Et là je dois ajouter quelque chose, parce que ceux qui nous ont écoutés ce matin avec Mathieu Gilabert, parce qu'on a passé à la radio pour présenter le café scientifique, le savent, mais je vous pose la question. La plus grande collection des scarabées amulettes égyptiennes au monde, la 3e, ils sont là les étudiants Ah oui, elle se trouve où? C'est vous qui allez nous le dire. Au musée Bible-Orient à Fribourg. Merci beaucoup, Patrick Minder. Oui, mais je me pose la question de savoir si le musée est le bon endroit, si on doit mener cette réflexion. Je mets ça en lien avec une affaire récente, c'est les fameuses collections qui étaient anciennement à l'université, qu'on a cachées, dont on s'est vite débarrassé, qu'on a cachées ou qu'on a enterrées dans les caves du château de Gruyère, de Bulle, pardon. Même dans les prisons, oui. Voilà. Et puis on se dit, ah ben tiens, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qui les veut? On les met où? Je parle vraiment pour les personnes qui ont essayé de trouver des solutions, et je peux vous dire que c'était assez sportif. Pourtant, moi, je ne suis pas impliqué plus que ça, mais ça suscite quand même une réflexion de fond. Pour moi, je ne suis pas sûr que le musée soit la bonne institution si on veut redéfinir l'étude de ces objets. Je me pose la question, c'est ouvert, hein, vraiment, on peut en débattre, si on n'a pas intérêt à avoir une dimension plus centre de recherche et de documentation, avec un regard critique sur ces objets ou sur ces collections, ouvert à tout public, mais aussi ouvert à la recherche. Il me semble que les musées, pour l'instant, ont plus de peine. On l'a évoqué tout à l'heure avec la dimension des réserves inaccessibles, où on ne peut pas forcément aboutir à quelque chose, puisqu'on a le droit de prendre ni photo, ni note, ni... C'est pas partout comme ça. Heureusement. mais je me pose cette question-là, c'est-à-dire est-ce qu'on ne doit pas revoir ce concept et puis essayer de créer quelque chose de nouveau, pas forcément de mieux, mais peut-être de différent. Voilà. Au-delà des lieux, redécouvrir ou découvrir carrément ces collections dans les musées fribourgeois questionne aussi sur le passé colonial de Fribourg, qui est quasiment inconnu. Qu'est-ce que ça met en lumière, justement, d'aller plonger dans ces collections-là et puis de découvrir qu'il y a des objets qui viennent d'un peu partout à travers le monde et qui se retrouvent ici dans des collections? Peut-être Mathieu Gilabert. C'est vrai que, de manière générale, il y a des historiennes et des historiens qui travaillent sur le passé colonial de la Suisse maintenant depuis quand même passablement d'années, mais il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement. Et de manière, je dirais en tout cas officielle, la Suisse a quand même encore du mal à se représenter comme partie prenante de cette entreprise coloniale européenne. Et je dirais qu'à l'intérieur de cet espace suisse, l'espace fribourgeois a été un petit peu peut-être délaissé aussi par cette recherche, est passé un peu sous le radar. C'est vrai qu'il n'y a pas de musée d'ethnographie, il n'y a pas eu les pétitions qu'on a pu voir, par exemple, autour de la statue de David de Purie à Neuchâtel. Voilà, il y a eu un peu moins de discussions, même s'il y a eu quelques recherches. Et c'est vrai que cette invisibilité de ces collections est aussi un petit peu révélatrice d'un passé qui est peu connu pour cette région. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, même avec une collection comme la collection des objets de Maurras, la diversité finalement des canaux, la diversité des canaux, des liens qu'il y a avec le monde colonial, la diversité des apports de ces objets, que ce soit par les missionnaires, que ce soit par les commerçants, que ce soit par des voyageurs. Donc c'est une histoire qui est là aussi complexe, riche et qui est encore passablement à écrire. Patrick Minder. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est pour Fribourg,
c'est effectivement un angle mort, qui était un angle mort. C'est pas très spectaculaire. Le passé colonial, qu'est-ce qu'il en reste de visible? Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut se promener en ville, mais ça nous saute pas à l'œil directement. Donc ça nécessite aussi une forme d'abstraction, de connaissance historique qui n'est pas simple à aborder avec le grand public déjà. Donc on a l'impression aussi que c'est un travail qui a été élaboré par des gens qui se sont spécialisés là-dedans, mais qui n'ont pas forcément eu une diffusion énorme, ni un intérêt aussi très fort. On voit justement ce que je mentionnais en début, cet éparpillement et ces collections éparses, parce que, par exemple, si vous allez dans le jardin de l'Africanum, il y a une statue tout à fait de type colonial, mais c'est écrit propriété privée, donc on ne va pas forcément entrer de force dans le jardin pour aller voir cette statue typique missionnaire. Pour prendre un exemple fribourgeois. Ouais. Si vous voulez aller voir un lieu colonial, vous allez à la Schweizerhalle, parce que c'est là qu'on exhibait des Africains à partir de 1875. Il faudrait être devant la poste principale, parce qu'à Tivoli, on a fait une exhibition. Il faut être au Charmette, puis là, vous avez une autre exhibition. Voilà. Les lieux, aujourd'hui, ne parlent pas. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a des questions dans le public. Bonsoir et merci déjà. Je me posais une question en termes de médiation culturelle. J'ai l'impression qu'il y a quand même un élan de sortir d'une sorte de présentation un peu ancienne dans les musées, de simplement avoir une sorte d'encart descriptif historique et puis des présentations d'objets dans des vitrines avec une description des objets, et d'aller vers quelque chose d'un peu plus interactif, avec des mélanges de présentations avec des vidéos, peut-être même des artistes actuels qui peuvent faire des échos avec certaines œuvres ou certains objets qui sont présentés. Et je me demandais du coup en fait comment les questions qui animent un peu la soirée d'aujourd'hui se reflètent un peu dans ces nouvelles pratiques de médiation culturelle. Peut-être dans un musée type ethnographique, justement comme le MEG. Par exemple, si je pense, en 2017, j'ai organisé une exposition qui s'intitulait L'effet boomerang, et j'avais invité un artiste aborigène à intervenir dans une petite pièce. Puis quand il est venu, d'abord le faire venir, ça n'a pas été évident, mais quand il est venu, il m'a dit non, mais avec tout cet espace, moi je veux plus d'espace et je veux pouvoir intervenir aussi dans la reconstitution que tu fais de l'histoire des collections. Et donc on lui a donné cette opportunité, et c'était magnifique parce qu'il y avait son point de vue qui dialoguait, des fois en complet désaccord avec le propos du musée. Et puis, il avait son propos, que c'était celui de dire que les peuples autochtones ont le droit de décider quels sont leurs protocoles, par exemple, pour exposer certains objets, et qu'on doit les prendre en considération. Et surtout, il expliquait très bien, et il avait organisé toute une série d'expositions d'entretiens pour expliquer ça. Dans l'exposition Mémoire qui ouvre dans quelques jours, il y a des capsules qui ont été construites avec des communautés sources. Hein. Donc, ce n'est pas la parole du musée. Des fois, il y a des artistes. C'est très varié, mais il y a cette polyphonie, si on veut l'appeler comme ça, qui est présente. Et puis, voilà, c'est aussi les activités de médiation qui font aussi beaucoup. Donc, ce n'est pas simplement de donner la parole dans l'exposition, mais aussi après dans l'exposition. D'autres questions? Non? Une. Oui. Oui. Encore 3. Ça risque d'être un peu long. Alors, on va en prendre... en tout cas, en prendre une. Qui a levé la main? Voilà, bonjour. Je l'ai déjà fait cet après-midi, mais je vole 30 secondes de conférence pour vous parler d'une expo qu'il y a en ce moment à Friard, donc le Centre d'art contemporain de Fribourg, qui est l'expo d'un cinéaste et poète autochtone de la nation Oshung, Sky Opinka. Cette exposition se termine dimanche, donc je vous invite très cordialement à venir voir de l'art autochtone du continent nord-américain actuel. Voilà, j'en prends pas plus. J'ai les flyers avec moi, je les laisserai devant la scène. Alors on prend encore une question. Mettez-les au bar plutôt, il y aura plus de monde, j'espère. C'était la plage de pub de Friard. Et une dernière question.
Bonsoir, merci beaucoup. J'ai une question peut-être par rapport au musée. Je connais mieux la Suisse alémanique, comme vous l'entendez. Est-ce qu'il ne faudrait pas décolonialiser, même si tout le monde ou personne n'aime vraiment ce mot, aussi les villes, comme monsieur a dit avant, tout ce qui est beaucoup plus visible, sans que je me rende dans un bâtiment, je dois encore payer une entrée ou comme ça, mais des choses où on passe tous les jours, quand on va au travail, quand on va à l'école, peu importe, quand on se promène peut-être. Parce que si vous vous promenez à Zurich, il y a Alfred Escher, le créateur de Crédit Suisse, mais si on sait d'où venait son argent, bon, maintenant ça n'existe plus, mais il y a monsieur David de Bury à Neuchâtel, et j'ai l'impression qu'en Suisse, on a beaucoup de peine à enlever ces statues. Si c'est fait avec l'enlèvement, on peut en discuter, mais dans d'autres pays, on discute, il y a des statues qui disparaissent, avec une fête ou pas, mais comment vous voyez ça? Quelle est votre opinion par rapport à ce qui est visible hors musée peut-être? Alors c'est très important et je suis vraiment heureuse qu'on ait une question à ce propos parce qu'il faut rappeler que les musées ne travaillent pas seulement, ne développent pas seulement des projets sur leur propre collection, mais aussi parfois liés à des monuments dans l'espace public. Et vous avez rappelé des cas en Suisse romande, comme celle de la statue de Pury, exposer un monument donc dédié à cette figure qui était, comme vous le savez sûrement, intimement liée au marché, au commerce triangulaire au XIXe siècle et auquel un monument a été dédié. Or, comme plusieurs monuments de figures liées à l'histoire coloniale suisse, elle a été... il y a eu des mouvements, des manifestations qui ont porté atteinte à cette statue. Peinture rouge, c'était assez drôle. Moi, je devais faire une conférence sur De Pury. J'étais prendre une photo et il avait un gibet, donc une corde autour du cou. Enfin, il y a eu beaucoup de formes d'opposition populaire. C'est ça qui était assez génial contre ces statues. Et du coup, qu'est-ce qu'ont fait les autorités neuchâteloises avec la complicité de deux musées, le Maine et le MAN? C'est qu'ils ont lancé un concours public pour des contributions artistiques et sélectionné deux artistes, dont un que vous pouvez encore voir, Matthias Pfund, qui a fait, et c'est génial, il faut aller à Neuchâtel pour la voir, il a fait une sorte de contre-statue, il l'appelle d'ailleurs un contre-monument, et l'idée, c'est par le biais des contributions artistiques autour des monuments, comme vous disiez, de repenser les imaginaires et les topographies des lieux. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a reproduit la statue de Pury à l'envers, avec la tête enfoncée dans le sol, comme si elle avait été déboulonnée. Donc il rejoue le déboulonnage des statues en bronze. C'est une des solutions qui peut être proposée. Je dois aussi rappeler que Genève organise des visites des visites de la ville pour reparcourir les lieux du colonialisme. Les lieux, par exemple, où il y a des statues qui effectivement, comme la statue de Carl Vogt, maintenant a été allé à l'université, parce que c'était un professeur avec des propos qui ne sont plus tenables aujourd'hui. Mais effectivement, moi, je trouverais fantastique d'organiser des visites comme ça aussi à Fribourg. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des histoires que ne sont pas visibles, mais qui ne sont pas invisibles non plus. Il faut les visualiser. Mathieu Gilbert. Pardon. Et je trouve que ça serait vraiment important peut-être à faire. Non, pour Fribourg, il y a le site internet localcolonial.ch qui a été produit par des collègues germanophones de l'université, qui est excellent à mon avis et qui reprend des images de l'espace public fribourgeois et qui aborde cette histoire. Donc ça, c'est aussi un petit coup de pub pour eux, mais pour elles surtout. Mais c'est vraiment un site qui vaut la peine d'être visité. Puis pour Neuchâtel, il y a aussi un parcours empreinte coloniale qui a été créé à la suite de la pétition autour de David de Pury et de la peinturation en rouge pendant l'été 2020. Ça a été aussi une des réponses. Et c'est vrai qu'il y a le déboulonnage qui est une réponse, mais moi j'étais dans le comité qui a un peu discuté autour de ce qu'il fallait faire par rapport à cette pétition du collectif pour la mémoire, qui, je rappelle quand même toujours, appelait à déboulonner, mais appelait aussi à éduquer, enfin à apporter des informations sur cette histoire. Et souvent, les médias ont retenu le déboulonnage, mais ont oublié qu'en fait, ce collectif demandait aussi ça,
et peut-être surtout. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire, en fait. Il y a le déboulonnage, effectivement. Il y a eu aussi la muséification de la statue qui avait été envisagée, c'est-à-dire de déplacer au moins une partie de la statue au musée. Et dans un musée, il y a un peu comme pour Tchernobyl, hein, une espèce de sarcophage, comme ça, il devient moins radioactif. Donc c'était aussi une des réponses. Il y a aussi la réponse qui a été donnée dans certains pays anciennement communistes, en Europe centrale. C'est des jardins de statues, où les statues de la période communiste n'ont pas été détruites, mais ont été mises dans des jardins un petit peu pêle-mêle, comme ça. Donc, on peut encore les voir, mais on se rend bien compte qu'elles font partie du passé. Il y a encore d'autres possibilités. Par exemple, ils vont réaménager la place de Purie. L'idée est de décentrer quand même un peu la statue, qui effectivement est en plein centre. Enfin, il y a toute une gamme aussi de pratiques autour de ces discussions, ces dialogues qu'on peut avoir avec la statue. Et évidemment, il y a eu ce concours avec la statue de Matthias Pfund, qui est quand même assez réussie, même si un peu petite à mon goût. Tiens, c'est dans l'expo mémoire aussi. Hein. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive... oui, on a même largement dépassé le temps imparti. Merci beaucoup à nos intervenantes, nos intervenants. Maintenant, entre une expo à Friard, des balades empreintes coloniales alors que les beaux jours reviennent, et puis d'autres expositions, que ce soit à Genève ou bien plus tard en septembre à Zurich au Musée national, vous avez de quoi faire pour vous imprégner encore du passé colonial et de la décolonisation, même si on ne doit pas trop utiliser ce terme. Je vous remercie en tout cas pour toutes vos questions, et puis la discussion se poursuit dehors de cette salle à l'apéro. Merci encore à vous quatre d'être venus ici à Fribourg. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous d'avoir nourri cette discussion. Merci à toi, Pierre, pour cette modération. Le public a tenu le pari. Tu n'as pas eu l'occasion de beaucoup parler. Petite plage de pub officielle, on va dire. Les cafés scientifiques, c'est une fois par mois dans cette salle. Le dernier de cette saison aura lieu le mois prochain, le 22 mai, avec une thématique totalement différente, puisque l'idée, c'est de couvrir un petit peu les travaux qui sont faits dans les 5 facultés de l'Université de Fribourg. Et la prochaine thématique concernera les placements pénaux et civils. On fera un petit état des lieux, comment ça se passe, qui est concerné, comment ça se déroule, quels sont les critères, etc. Et puis, le lendemain, une manifestation qui me tient très à cœur, le Science Slam. C'est l'occasion pour une petite dizaine de doctorants de l'université et hors de l'Université de Fribourg de se rassembler sur cette scène et puis de vous faire un petit show en vous présentant leurs travaux de thèse, parfois 5-6 ans de travaux, mais sous forme ludique, drôle, parfois très mise en scène. Donc une manifestation que je vous conseille beaucoup. Et évidemment, si vous voulez poursuivre la discussion avec nos invités de ce soir, c'est juste à gauche en sortant de la salle. Un grand merci à tous. Bonne soirée.